ensemble et on vous souhaite la bienvenue pour la suite de notre programme de conférences, des échanges inspirants, bien sûr, toujours et encore. Et on va parler d'énergie. Énergie for good, c'est le sujet que nous allons partager durant ces 45 prochaines minutes. Et je suis ravi d'être entouré par Jérôme Bourdel, directeur commercial de GCK Énergie. Bonjour Jérôme. Bonjour, merci pour l'invitation. Et je salue également Cheikh Badiane, fondateur de Senso Énergie. Bonjour Cheikh. On va parler d'énergie for good, quelle alternative au réseau de ville. On va y consacrer 45 minutes, je le disais. Avant cela, quelques éléments de contexte pour démarrer notre conférence sur Objectif Green Edition 2. Une grande majorité d'événements sportifs, musicaux ou culturels recourent à des solutions temporaires comme les groupes électrogènes au diesel pour assurer leurs besoins en électricité en matière de son, d'éclairage ou de retransmission télévisée. Ces équipements représentent une importante source de pollution, aussi bien sonore qu'atmosphérique. D'après une étude réalisée par Accenture pour Enedis, un match de football approvisionné en énergie par des groupes électrogènes et justement retransmis dans les médias représente en moyenne 4000 litres de gasoil non routier utilisés. Selon Enedis, un événement branché au réseau d'électricité permet de réduire de 90% les émissions de CO2 liées aux besoins en énergie électrique par rapport à un événement fonctionnant sur les groupes électrogènes diesel d'une puissance inférieure ou égale à 1000 kWh. Le réseau de ville est bien sûr une solution et nous allons bien sûr l'associer durant cette table ronde à d'autres solutions innovantes. On en parle tout de suite avec vous deux. Et pour démarrer, je vous propose justement de faire connaissance. Jérôme, la société GCK Énergie, issue du groupe GCK, a été créée en 2020. Elle est basée du côté de Clermont-Ferrand. Et vous proposez, je cite, des solutions mobiles de production, stockage et alimentation en énergie propre avec des packs batteries. Je vous laisse le soin de nous en dire plus. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, GCK Énergie fait partie d'un écosystème du groupe GCK, c'est à peu près 300 collaborateurs, avec cette vision de décarboner avant tout les mobilités. Et dans ce groupe GCK, on va retrouver une division technologie innovation, donc on est fabricant de packs batteries, fabricant de moteurs électriques, de sous-ensembles, une division mobilité où on va intégrer ces solutions pour faire du rétrofit de véhicules. Et au bout de la chaîne de valeur, on va retrouver GCK Énergie, donc qui a plus une vocation d'une société de service qui propose des solutions effectivement de production d'énergie, de stockage d'énergie, de distribution d'énergie, de location de bandes de recharge, et tout ça dans l'optique de proposer des alternatives au groupe électrogène. Et vous nous présenterez bien sûr vos solutions et vous nous parlerez également et nous présenterez quelques use cases. Cheikh Badiane, justement, vous avez fondé Senso Énergie en janvier 2025, il y a quelques mois de cela, et sur votre site internet, je vous lis et je vous cite, votre société a pour objectif de révolutionner l'énergie dans le sport et dans l'événementiel. Sacrée mission. C'est ça, effectivement. Senso Énergie, c'est une société qui est née après les Jeux Olympiques, de l'héritage des Olympiques. Il faut savoir qu'on faisait partie du coup de l'équipe élargie des Jeux Olympiques, avec vraiment cette volonté d'accompagner nos clients sur l'exploitation énergétique de leur infrastructure et de leur événement. Et ça passe du coup par une meilleure maîtrise des consommations, une meilleure maîtrise de l'exploitation, une meilleure connaissance. Et on s'est donné du coup cette mission de révolutionner, parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a un manque de méthode, un manque de data dans cette exploitation énergétique et qu'il y a beaucoup de câblage mais très peu de stratégie, et c'est ce qu'on essaie d'apporter au secteur. Donc on va finalement déplacer le sujet de la technique vers aussi la méthode et l'efficacité énergétique. Ce sera aussi un des sujets que l'on abordera ensemble. Exactement. On va poursuivre avec vous, Jérôme. Le réseau de ville n'est pas tout le temps suffisant et il faut coupler des solutions alternatives pour alimenter la machinerie événementielle. Le marché justement des groupes électrogènes connaît une vitalité très importante avec des exportations qui ont été multipliées par 2 entre 2002 et 2024, passant de 477 millions à 972 millions d'euros. Rappelons que les groupes électrogènes sont alimentés par de l'énergie fossile, majoritairement par du diesel. Et vous proposez justement, vous nous disiez, des solutions alternatives par des bacs batteries. Alors comment votre solution peut-elle être une alternative au groupe électrogène et un complément au réseau de ville? Aujourd'hui, nous, on propose différents types de solutions, donc principalement des packs batteries, donc de différentes capacités de puissance. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir quand on doit faire une installation, c'est des contraintes de puissance, donc de kilowatts, des besoins en kilowatts, et des besoins en kilowattheure, donc en énergie disponible. Donc aujourd'hui, on a ces packs batteries
qui permettent d'apporter de la puissance et de stocker de l'énergie. On travaille également avec une très bonne alternative des groupes électrogènes hydrogène. D'ailleurs, je suis content de saluer un de nos partenaires EODEV qui est présent et qui est fabricant aujourd'hui de groupes électro-hydrogène qu'on déploie également sur du festival du chantier. Donc aujourd'hui, effectivement, nous, on va proposer cette alternative au groupe électrogène. Alors, il faut savoir que ça reste une batterie. Donc une batterie, ça se vide, il faut pouvoir la remplir. Donc une batterie en tant que telle n'est pas autosuffisante. Donc derrière, on vient coupler cette batterie à des solutions solaires mobiles qu'on peut déployer en moins d'une demi-journée. Donc on va produire de l'énergie solaire, on va stocker cette énergie et on va redistribuer cette énergie. Donc ça, c'est pour des cas d'usage qu'on va appeler off-grid, donc déconnectés du réseau. En termes d'autonomie, vos batteries, elles sont capables d'alimenter jusqu'à combien d'heures Aujourd'hui, on peut stocker jusqu'à un peu plus de 400 kWh. Donc en fonction de la consommation, derrière c'est un calcul simple, c'est je consomme 20 kWh, je peux tenir pendant un peu plus de 20 heures. Je consomme 100 kWh, je vais tenir 4 heures. Donc d'où la nécessité, sur des sites où on peut être accordé au réseau, de connecter cette batterie au réseau. Donc la batterie va se recharger tranquillement, avec une puissance limitée. Et derrière, développer de la puissance max quand on aura des appels de puissance. Aujourd'hui, c'est les principaux cas d'usage auxquels on est confronté, que ce soit sur du chantier ou de l'événementiel. On a une puissance réseau limitée, on a des appels de puissance, des pics de puissance qu'il faut pouvoir couvrir. Donc à ce moment-là, c'est la batterie qui va prendre le relais et fournir la puissance nécessaire. Justement, en matière de cas d'usage, vous avez lancé la société avec des premières expérimentations, dont justement un sujet avec le Dakar, le rallye automobile. Oui, c'est un des premiers cas concrets, on va dire, de déploiement, ce qui a fait un petit peu parler de nous à l'époque. Un des fondateurs du groupe, qui s'appelle Garlin Chichery, passionné de sport automobile, avait très vite compris que si le sport automobile voulait perdurer, il fallait qu'il se convertisse un petit peu à l'électrique. Et donc, on avait été sollicité par l'organisateur du Dakar ASO à l'époque pour faire un POC à l'horizon de 2030 et du Dakar zéro émission. Et donc, on avait déployé effectivement des champs solaires, des batteries, et pour alimenter une partie du bivouac pendant le Dakar. Alors votre solution pack batterie, justement on est face à des organisatrices et des organisateurs d'événements. L'idée aussi c'est quand même de vous challenger aussi sur le prix. Votre solution pack batterie est-elle compétitive finalement face au groupe électrogène ? Alors c'est toujours pareil, ça va dépendre des cas d'usage, mais j'aime bien comparer un petit peu notre domaine des packs batteries ou des solutions décarbonées, faire un parallèle avec le monde de l'automobile. Aujourd'hui une voiture électrique, on sait que ça coûte plus cher qu'une voiture thermique. Pour pas forcément plus de kilomètres, voire moins de kilomètres. Aujourd'hui, on en est un petit peu là. C'est vrai que nos solutions, si on prend le coût de location sèche, on va dire comparer la location sur une journée, une semaine d'un groupe électrogène et d'un pack batterie, on sera un peu moins compétitif. Mais par contre, il faut prendre en considération l'ensemble des coûts. Donc aujourd'hui, j'ai un coût de location d'un groupe électrogène, j'ai un coût de location du gasoil, j'ai un coût de facturation des heures supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, quand vous louez un groupe, c'est maximum, on vous dit 8 heures par jour et toutes les heures supplémentaires sont facturées. Donc quand un groupe tourne 24 heures sur 24, on vient ajouter ça. Et nous, aujourd'hui, on a des outils de simulation qui permettent de dire, sur tel type d'événement, en fonction du type de raccordement réseau et de ce que va pouvoir délivrer le pack batterie, aujourd'hui, on est capable de faire un comparatif sur un coût final d'exploitation. Et bien souvent, sur des cas d'usage événementiel ou chantier, on va se retrouver à peu près sur la même, on va dire, facture à la fin. Et on va rester compétitif. Donc il faut prendre en considération l'ensemble et pas uniquement le coût de location d'un pack batterie versus un groupe électrogène. Cher, vos équipes de Senso Énergie justement ont travaillé sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et on sait que ces événements d'envergure, on sait que ces événements-là sont l'occasion également d'innover, on sait que ces événements sont l'occasion bien sûr de faire des choses et c'était le cas pour Paris 2024 puisque c'est le premier événement olympique de l'histoire justement à être raccordé au réseau public, au réseau de ville. Quels étaient les enjeux du raccordement des Jeux de Paris au réseau public? C'est un gros sujet, c'était un gros sujet des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Effectivement, c'était un très gros sujet et c'est une très grosse ambition qu'on a eue de le faire, qui a été portée par nos dirigeants. Je vois deux principaux enjeux qu'on a rencontrés. Le premier enjeu, c'est vraiment un enjeu d'héritage. Pour pouvoir transmettre quelque chose, pour apporter quelque chose à ce secteur-là, puisque c'est des pratiques qui ne sont pas usuelles. Donc pouvoir apporter quelque chose à ça, donc avoir une sorte d'exemplarité. Mais il y avait aussi un enjeu qui était environnemental. On voulait, par rapport à d'autres éditions des Jeux Olympiques, si je prends l'exemple des Jeux Olympiques de Londres, je crois qu'on parle de plusieurs millions de litres de gasoil utilisé pour faire fonctionner les installations. Il y avait un réel enjeu environnemental de faire baisser la facture du bilan carbone.
Alors pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce qu'effectivement, on a un réseau de ville, en plus en France, avec une énergie décarbonée. Pourquoi, justement, quels étaient les enjeux avec ce raccordement au réseau de ville et quelles ont été les difficultés rencontrées? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Je pense qu'il y a un accompagnement à faire au secteur. Si je parle des difficultés qu'on a rencontrées, à l'échelle des Jeux Olympiques, il faut se rendre compte de ce que ça représente, tous les travaux de raccordement qui ont dû être faits pour raccorder les installations. Et ça a apporté un vrai enjeu, un vrai défi d'un point de vue ingénierie, et je le sais parce que je fais partie de l'équipe d'ingénieurs, puisqu'il faut prendre en compte le fait que 2 ans avant les opérations, on a dû dimensionner toutes les installations pour pouvoir entamer les travaux. C'est-à-dire que 2 ans avant les opérations, là où pas mal de programmes n'étaient pas encore finalisés, il a fallu donner des chiffres, donner des puissances à Enedis pour qu'on puisse faire des raccordements. Donc c'est un vrai enjeu temporel, et en plus de ça, il y a une complexité réglementaire et administrative qui était de vigueur, puisque les machines administratives pour faire des raccordements sont assez lourdes. Donc à l'échelle des Jeux Olympiques, où on a raccordé plus de 30 sites de compétition et 50 sites de non-compétition, il a fallu se lancer dans cet exercice-là, et ça a été assez challengeant. Mais de l'avoir fait, ça nous permet de comprendre en fait comment ça marche, comment les choses marchent, quand il faut les faire les choses, etc. Donc c'est super intéressant. Tout en garantissant bien sûr la consommation et les besoins énergétiques des foyers, des entreprises et effectivement de cet événement majeur que sont les Jeux Olympiques avec une trentaine de sites de compétition. Jérôme, on poursuit avec vous. Développer l'autonomie énergétique des événements, on le sait, c'est un défi. Pour cette raison, on est ici pour échanger et partager avec vous. D'après la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, les régions Provence, Alpes, Côte d'Azur et Bretagne possèdent un réseau électrique limité par rapport à leur nombre d'habitants. Ces 2 régions sont de plus positionnées à la fin du réseau de distribution électrique nationale, ce qui les isole encore plus. Elles n'ont quasiment pas de moyens de production propres. Les territoires de la façade atlantique sont plus sujets aux coups de vent venant de l'ouest. Voilà pour un peu le contexte et la spécificité des territoires pour donner un petit peu un panorama. Quand on prend le sujet au niveau plus micro et que l'on doit s'adapter aux nombreux facteurs qui composent les sujets de raccordement et de production d'énergie renouvelable, peut-on basculer d'un modèle énergétique pour l'organisation d'événements à un autre? C'est-à-dire que peut-on basculer du fossile à du 100% durable? 100% durable, ça serait un peu prétentieux de dire qu'aujourd'hui c'est possible, parce que comme je le disais, on est sur des solutions batterie donc qui nécessitent à un moment donné d'être rechargées. Après, en complément d'un réseau limité, ça fonctionne. Alors, on n'est pas encore... Aujourd'hui, il y a des pays qui sont très avancés par rapport à nous. Je prends l'exemple des Pays-Bas ou de l'Angleterre, qui font face à ce qu'on appelle la congestion du réseau, donc qui produisent moins que les besoins nécessaires pour la population. Donc là, aujourd'hui, ils ont compris l'intérêt des packs batteries, c'est-à-dire qu'ils rechargent les packs batteries avec des énergies alternatives solaires ou éoliennes et peuvent réinjecter dans le réseau au moment des pics de consommation. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais effectivement, sur des régions, des régions concernées, et pour soulager le réseau, le pack batterie a tout son intérêt. Après, sur la partie événementielle, c'est la volonté, c'est ce que j'aime dire, c'est la volonté aussi des organisateurs de mettre en avant et d'utiliser ces solutions. Je pense que, un petit peu comme se fait dans le monde de l'automobile, il faudrait arriver à faire la même chose. Aujourd'hui, nos politiques focus vraiment sur l'aspect mobilité. Et je prends l'exemple des zones, des ZFE, des zones à faible émission. On va interdire des véhicules qui ont plus de 20 ans et qui polluent. Mais au milieu de tout ça, vous avez des engins de chantier, des groupes électrogènes qui polluent, alors qu'on pourrait pallier avec des solutions alternatives. Donc je pense qu'il y a un manque alors c'est peut-être pas un manque, mais il faudrait un peu plus d'incitation. Alors je ne vais pas dire punition, j'aime pas ce terme, peut-être pénaliser les entreprises qui ne le font pas, mais voilà. Au moins inciter à utiliser ces solutions alternatives au groupe électrogène. Alors vous parlez de volonté des organisatrices et des organisateurs. Quelles peuvent être les réticences des organisatrices et organisateurs sur les solutions renouvelables? Aujourd'hui, c'est un peu comme nous, on a commencé, on va dire, par le monde du chantier où quand on change les habitudes, c'est pas toujours facile de changer les habitudes des ouvriers ou des organisateurs. Un groupe électrogène, c'est start, stop, je fais mon plein de gasoil.
Nos solutions aujourd'hui ne sont pas forcément très connues. Il y a un petit peu de réticence à utiliser par peur de la coupure pendant un concert, etc. Donc le travail... Une coupure sur cancer, c'est fatal. En Ouais, soi, voilà, ouais. Concert. Et du coup, notre rôle, c'est aussi de sensibiliser, de former et d'accompagner les organisateurs. C'est ce qu'on a fait, nous, on va dire en régional avec des agences locales où on les a accompagnés. On fait des POC, des démonstrations, derrière pour montrer comment ça fonctionne, former les équipes et montrer que c'est une vraie alternative et qu'il n'y a pas vraiment de problématique. Pas avoir peur, quoi. Cher, justement, tout à l'heure, vous parliez de méthode également. On va aller sur le terrain de l'efficacité énergétique parce que c'est aussi un sujet que vous développez, que vous proposez dans le cadre de Senso Énergie, avec parfois des sujets tout simples comme réduire des éclairages en extérieur, interruption durant les périodes de non-exploitation d'un événement de la consommation énergétique, abaissement des températures également dans les salles de spectacle et de sport sont autant de sujets qui peuvent être des sujets liés à l'efficacité énergétique. Comment utiliser moins de ressources énergétiques pour organiser un événement ? Et quelle est la méthode que vous déployez justement sur le sujet de l'efficacité énergétique ? Pour mieux distribuer l'énergie, l'important c'est déjà de bien la connaître. Donc l'important, le principal, c'est rentrer dans l'installation, comprendre l'installation, avoir des audits énergétiques qui permettent de comprendre comment fonctionnent les différentes installations. Ça c'est le principal. Et après on a beaucoup de méthodes pour venir réduire des consommations, donc vous en avez cité quelques-unes. On a pas mal de choses, d'actions qu'on peut mettre en place qui peuvent être intelligentes, c'est-à-dire se faire tout seul via des capteurs, via de la GTB ou non. Il y a pas mal d'actions qui se mettent en place et aujourd'hui, dans le pilotage, c'est très important de les intégrer parce que ça permet de réduire la consommation énergétique, d'améliorer la fiabilité des opérations, mais aussi du coup, il y a des gains financiers derrière. L'efficacité énergétique, c'est aussi des gains financiers. En termes de méthodologie, ce qu'on met en place, c'est pas mal toute cette partie audit et d'exploitation, donc via le monitoring, via la data. Et après l'audit et l'exploitation, on accompagne les équipes sur la partie flexibilité. On les accompagne pas mal du coup à identifier comment se comporte leur installation et du coup ça nous permet d'avoir des stratégies de flexibilité et aussi de priorisation des installations. Et sur événement, les postes qui peuvent être le plus consommateurs de ressources, c'est que l'on peut un petit peu réduire, rabaisser avec justement un déploiement d'une ingénierie de data en exploitant un petit peu les données. Quels sont les postes qui peuvent sur événement être ajustés ? Ça va dépendre de la typologie de l'événement. Si je reprends l'exemple des Jeux Olympiques, les gros postes qui ont consommé, c'est le broadcast. Sur le broadcast, on a eu pas mal d'interventions. Il y a la sécurité aussi qui consomme pas mal. Et après, c'est des petits services à droite à gauche, comme la restauration, comme les déchets, qu'on vient accompagner. Mais du coup, un par un, on vient comprendre l'installation, comment elle est faite, si elle surconsomme ou pas, comment on peut travailler sur cette installation. Il y a pas mal de choses qui sont à mettre en place. Et après, on travaille sur la priorisation, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que tous les services, tous les postes n'ont pas la même criticité. Si on prend un écran qui fait de la communication et un service qui est directement relié à l'événement, c'est pas la même criticité. Donc on vient faire de la hiérarchisation dans les opérations pour apprendre à avoir de la flexibilité, à délester de la consommation si on a besoin de délester. Donc ça commence par du coup une partie très sécurité opérationnelle. Ensuite on identifie tous les postes qui sont reliés plutôt à une problématique de confort, une problématique d'image, pour pouvoir apprendre justement à cette flexibilité-là. Donc dans la hiérarchisation des postes, je pense au dernier poste, celui-là c'est celui qu'on est capable de mettre de côté et si jamais coupure il y a, l'événement continue de jouer. C'est ce qu'on a déployé sur les jeux, une vraie stratégie de continuité de l'événement, sur comment, selon les différents scénarios qu'on va avoir, comment on est capable de faire continuer l'événement par tous les moyens possibles. Et donc sur les jeux, s'il n'y a pas eu de coupure, mais s'il y en avait une, vous étiez capable quand même de maintenir malgré tout à la fois le broadcast, à la fois la compétition, qui sont on va dire les deux conditions effectivement pour que l'événement soit garanti. Effectivement, broadcast, compétition, sécurité, parce qu'il y a un enjeu réglementaire, et tout ce qui est autour de l'hygiénique. Par rapport à un stade, tout ce qui permet à un stade de fonctionner en temps normal. Bon, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui a aussi été en partie aussi l'une des grands succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jérôme, basculons un petit peu encore une fois sur les études de cas, on a parlé du Dakar, vous parlez de chantier, on parle effectivement de gros sujets, mais est-ce que finalement les études de cas, les use cases que vous pouvez nous offrir aussi pour des événements à taille un peu plus petite, sur des sujets qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'on est capable également, et je vais également vous poser cher la même question, est-ce que finalement les sujets que nous avons qui sont des sujets
liés à des événements assez importants, on peut également rapporter la même réflexion à des événements un peu plus petits. Et avez-vous des exemples en particulier à nous offrir ? Oui, tout à fait, mais c'est peut-être même plus facile pour nous sur des petits événements de pouvoir répondre à tous les besoins à partir du moment où on a fait un travail, comme le dit Cheikh, de dimensionnement en avant, la compréhension en fait du besoin. Derrière, on va définir le besoin, dimensionner la solution, quelle puissance j'ai besoin, quelle capacité énergétique. Et derrière, sur des petits événements, je peux prendre des événements où ça nous arrivait même de coupler du groupe électrogène avec du pack batterie sur des sites où on n'avait pas du tout d'accessibilité au réseau. Un meeting aérien à Issoire, l'aérien a fait mauvaise figure en termes de bilan carbone, donc ils veulent un petit peu mettre en avant des solutions décarbonées pour montrer sur les meetings aériens qu'il existe des alternatives. Et donc là, on vient par exemple coupler un groupe électrogène-hydrogène. On va dimensionner la quantité d'hydrogène nécessaire pour faire fonctionner le groupe, recharger le pack batterie qui lui va apporter la puissance nécessaire pour alimenter l'événement. Au pied du Puy-de-Dôme aussi, sur une zone classée UNESCO, donc interdiction des groupes électrogènes, c'est la même chose, on va bien installer un groupe électro-hydrogène, dimensionner la quantité d'hydrogène, coupler ça à un pack batterie et puis alimenter les besoins du festival pendant un week-end. Donc c'est tout ce travail de dimensionnement en amont. La préparation est vraiment importante pour derrière, une fois sur place, être prêt et apporter la meilleure solution. Après, il y a beaucoup aussi on est de plus en plus sollicité sur tout ce qui tourne autour de la recharge de véhicules. On accompagne beaucoup les constructeurs automobiles dans leur phase de lancement presse, par exemple, où ils vont mettre en avant les véhicules, faire tester les véhicules dans des pays, des régions où le réseau est limité. C'est souvent dans des grands hôtels qui ont une puissance limitée. Donc nous, on vient se connecter au réseau, mettre en place un pack batterie, mettre en place des bornes de recharge, parce qu'on a également en parc des bornes de recharge mobiles. Et derrière, on va pouvoir créer une infrastructure de recharge électrique en moins d'une journée pour répondre aux besoins des organisateurs. On est aussi présent sur les aires d'autoroute l'été pour venir renforcer le réseau existant, notamment sur les périodes de forte affluence nord-sud, où aujourd'hui les infrastructures de recharge, même si elles existent, ne sont pas toujours suffisantes. Donc nous, on est contactés par des Total Energy, des Ionity, des IRVI, c'est ce qu'on appelle, qui nous demandent de venir compléter l'infrastructure de recharge avec des bornes additionnelles. Et donc on vient se connecter sur un bout de réseau existant, mettre en place des packs batteries, des bornes, et on est capable comme ça, en très peu de temps, de déployer des infrastructures de recharge. Donc festival, chantier, recharge de véhicules, aujourd'hui c'est vraiment les segments de marché sur lesquels on commence à monter en puissance. Et l'hydrogène, ça reste accessible parce qu'on sait qu'effectivement c'est une ressource qui est plus qu'éprouvée. Et en revanche, effectivement, dans la panoplie des offres et des solutions d'énergie renouvelable, on sait que pour l'instant, l'hydrogène, ça reste encore à un coût un petit peu élevé par rapport aux autres solutions. Point d'interrogation. Oui, aujourd'hui, si on compare le coût de location d'un groupe électro-hydrogène à un générateur diesel historique, on est un petit peu plus haut, mais c'est ce que je disais, c'est l'histoire de la voiture électrique et de la voiture thermique. Mais effectivement, le coût de la molécule aujourd'hui vient un petit peu pénaliser l'usage de ces solutions. Mais ça reste une alternative quand on veut vraiment se passer du groupe électrogène diesel. Ça reste une vraie alternative sur des sites où on n'a pas d'accès au raccordement. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, 1 kg d'hydrogène, c'est à peu près 14 kWh. Et aujourd'hui, ça ramène ça au prix du kilowattheure à un peu plus d'1,50 €. Quand on est connecté sur le réseau, c'est 20 à 30 centimes. Donc il y a ce delta. Puis c'est comme tout, j'imagine que l'innovation va apporter aussi son lot de solutions pour abaisser aussi le coût de la molécule dans les prochaines années. Revenons un petit peu justement, Cheikh, si vous le voulez bien, sur les innovations liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, parce qu'il y en a eu en matière énergétique. Utilisation de biofuel HVO, groupe électrogène à hydrogène, on le disait, ou déploiement de solutions solaires d'envergure. Et là, j'insiste sur le mot envergure, parce que les solutions solaires existaient bien avant les Jeux de Paris 2024. Quelles ont été les solutions éprouvées? Quelles sont celles qui n'ont pas affiché de résultats concluants? Commençons par les solutions éprouvées. Alors sur les solutions éprouvées, on parlait de solutions du coup solaires d'envergure. On a déployé tout un système d'ombrières sur le village olympique qui a fait ses preuves, qui a amélioré du coup, le confort de l'installation pour les athlètes, etc. et qui nous a permis d'alimenter pas mal de solutions qui étaient assez isolées. En parlant de solutions isolées sur les sites olympiques à grande envergure, si je prends l'exemple du site de Voile à Vers-sur-Marne, on a pu aller alimenter des postes qui étaient très éloignés avec des solutions du coup d'alimentation solaire couplées à des packs batteries.
Donc c'est des choses qui ont bien marché. Si je vais sur ce qui a un peu moins bien marché, je ne sais pas si je peux vraiment dire ça, mais on a rencontré pas mal de difficultés administratives, notamment sur l'utilisation de groupes hydrogène, notamment pour le stockage de l'hydrogène. Ça a été pas mal de démarches administratives pour pouvoir opérer opérationnellement à l'échelle des Jeux Olympiques. Donc je pense que c'est une solution qui est prometteuse, mais il y a encore du chemin à faire sur Sujet de réglementation et de sécurité, c'est cela? C'est ça, exactement. On continue bien sûr avec vous toutes et vous tous justement pour la suite de notre table ronde Energy for Good. Nous avons échangé, je vous laisse le soin, si vous avez des questions, à les poser à nos deux intervenants du jour. Avez-vous des questions, cher public engagé de cette deuxième édition d'Objectif Green, à poser à nos deux intervenants? Pas de questions particulières, cela veut dire que vous avez été exhaustif, inspirant et on vous remercie. Je vous invite à les applaudir. Jérôme Bourtel, directeur commercial pour GCK Énergie et Cheikh Badiane, fondateur de Senso Énergie. Merci à tous les deux. Merci.